Ah, c'est encore moi. Mais pour ceux qui ne me connaissent pas encore, eh bien, je m'appelle Germano Veracruz. Je suis professeur de psychologie dans une université française. Eh bien, nous sommes ici pour le troisième numéro de ma série de vulgarisation scientifique que j'ai baptisé 10 milliards de poussières. Alors, qu'est-ce que ça veut dire 10 milliards de poussières? Mais ça, vous allez voir dans les premiers numéros de cette série. J'explique pourquoi j'ai appelé, disons, cette vulgarisation 10 millions de poussières. Je ne vais pas revenir là-dessus. Mais, alors, je vais vous dire quelque chose. En ce moment, je ne suis pas en France. Je suis à Lausanne, en Suisse. Et comme vous pouvez voir, je suis bien logé. Et je peux aussi vous dire que je suis bien nourri. Oh, c'est pour plaisanter. Mais bon, voilà. Alors, la thématique d'aujourd'hui, c'est la science ouverte. Alors, on entend parler de la science ouverte par-ci, la science ouverte par-là. Alors, j'ai décidé de faire donc un numéro sur la science ouverte, en particulier pour expliquer aux lycéens, aux étudiants qui sont des futurs chercheurs, ou ceux qui prétendent être chercheurs, et même ceux qui sont encore dans le ventre de leur mère. Peut-être qu'il y en a qui sont dans le ventre de leur mère qui veulent un jour, qui voudront un jour, qui s'agit de devenir chercheurs. Je vais expliquer qu'est-ce que c'est que cette histoire des sciences ouvertes. Et donc voilà, je vais partager mon écran pour commencer une diaporama. Ça sera courte cette fois-ci. Les deux premiers numéros, le premier sur l'amour, le deuxième sur les influences de la pornographie, ont été assez longues, mais à partir d'aujourd'hui, je vais commencer à faire un petit peu de présentation assez courte. Alors, je vous rappelle aussi que pour cette présentation-là, j'ai bien entendu la présentation avec le diaporama, mais vous pouvez aller dans le descriptif de la vidéo pour télécharger le diaporama et comme ça, vous avez un texte que vous pouvez lire quand vous voulez. Bon, voilà, allez, sans plus tarder, partageons donc je vais partager donc mon écran et puis pour commencer la présentation. Donc, la science ouverte, ce qu'on appelle open science en anglais, qu'est-ce que c'est que la open science? Alors, introduction, la science ouverte est une approche fondée sur le travail et le partage systématique des connaissances et des outils le plus tôt et le plus largement possible dans le processus de recherche. Cela présuppose l'engagement actif de la société. Alors, l'engagement de la société, c'est quoi? Alors, l'engagement de la société, ça veut dire que la société qui finance la recherche à partir des impôts qu'elle paye, elle peut faire des demandes aux chercheurs, un certain nombre de demandes. On espère que ce sont des demandes raisonnables, mais elle peut faire des demandes. Par exemple, s'il s'agit d'une association ou d'une organisation non gouvernementale qui peut essayer de faire des demandes, notamment en ce qui concerne les thématiques de recherche, en ce qui concerne les données qui ont été recueillies, et en ce qui concerne les résultats de ces recherches-là, pour qu'elles puissent tout simplement les utiliser éventuellement pour améliorer leur programme d'intervention, etc., etc. Donc, c'est accentué sur le partage à la fois des connaissances, des données de recherche, des outils de la recherche, des résultats de la recherche. Alors, la science ouverte est définie comme la diffusion sans entrave des publications et des données de la recherche. Elle s'appuie sur l'opportunité qui présente la mutation numérique pour développer l'accès ouvert aux publications et autant que possible aux données de la recherche. Alors, un plan national pour la science ouverte a été adopté
et celui-ci est décliné en Comité national pour la science ouverte, qui est piloté par une institution qui s'appelle le MESRI. Et ici, vous voyez ici, vous avez là l'adresse email, l'adresse du site pour avoir des informations sur la science ouverte. Alors, les points centraux de la science ouverte. Accès libre, immédiat et obligatoire des publications. Alors, c'est-à-dire que les bénéficiaires, les chercheurs qui bénéficient du financement public pour faire leurs recherches, ce sera les financements de leur pays, notamment dans le cadre, dans les pays de l'Union européenne, de leur pays, ou le financement de l'Union européenne. Eh bien, dans ce cadre-là, ils ont cette obligation d'autant que possible rendre les résultats de recherche qui ont été publiés sous la forme d'articles en un certain accès libre. Deuxième point, partager des données sur le principe aussi ouvert que possible et aussi ouvert que nécessaire. Alors, ce principe-là, aussi ouvert que possible, aussi fermé que c'est nécessaire, c'est parce qu'il y a le principe est de base est l'ouverture. Mais il y a la conscience qu'il y a certaines données qui peuvent comporter certains aspects éthiques, notamment de protection de la personne, et qui ne peuvent pas être ouverts aussi facilement, aussi si on décide de les ouvrir, on doit les ouvrir avec une certaine précaution. Néanmoins, le principe reste celui de l'ouverture. Donc, la fermeture étant l'exception. Et donc, il faut justifier pourquoi on ne peut pas les ouvrir en quelque sorte. Le troisième point, le programme de travail de recherche doit privilégier l'adhésion à des pratiques de sciences ouvertes, telles que la participation des citoyens, la participation du citoyen dans l'élaboration des thématiques de recherche, dans l'élaboration en quelque sorte de tous les processus, les outils, les résultats, etc., etc. Dans l'utilisation aussi des infrastructures. Il y a des infrastructures publiques qui ont été mises en place par l'Union européenne. Il y a des infrastructures publiques qui ont été mises en place par les pays membres de l'Union européenne pour faciliter de la recherche. Donc, au lieu d'utiliser des infrastructures privées, on doit encourager, les chercheurs doivent privilégier l'utilisation des infrastructures publiques. Le quatrième point, l'évaluation des pratiques des sciences ouvertes à travers des critères d'évaluation d'excellence. C'est-à-dire qu'une démarche des sciences ouvertes doit, à la fin d'un projet de recherche, être évaluée pour qu'on puisse être en mesure de dire si ce qui a été prévu dans le cadre de la science ouverte a été respecté, dans quelle mesure, etc., etc. Enfin, présenter un programme de publication. Alors, les grandes étapes de la science ouverte. Alors, quelles sont les étapes qui ont conduit à ce moment actuel qu'on considère celui de la science ouverte? D'abord, en France, je parle de la France dans ce cas-là, en 2016 a été approuvée la loi pour une république numérique qui donne aux chercheurs un droit inaliénable de déposer leurs travaux en libre accès, quel que soit le contrat d'édition qu'ils signent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, le système de publication des résultats de recherche à travers les articles scientifiques, normalement, on les soumet à des revues qui sont des revues scientifiques, et ces revues scientifiques sont des droits, disons, privés, et lorsqu'on les soumet, en quelque sorte, on abandonne ces droits, en quelque sorte, les droits ayant à la revue scientifique qui a publié, qui peut décider de le rendre accessible ou pas, sur quelles conditions. Donc, cette loi a permis quand même de garder un certain droit, limité certes, mais un certain droit quand même de pouvoir rendre que le chercheur puisse rendre son travail accessible quand même, hein, sur certaines conditions. Hein. Donc, le 4 juillet 2018, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation en France a lancé le Plan national pour la science ouverte.
Vous avez ici les liens pour pouvoir aller avoir plus d'informations. Et enfin, en 2019, le CNRS, qui est le Centre national pour la recherche scientifique en France, a défini une sorte de feuille de route comportant des éléments significatifs pour concrétiser les ouvertures des résultats de recherche, la ouverture des résultats de recherche. En 2020, la Commission européenne propose des mesures pour stimuler le partage des données et soutenir l'espace européen des données. Ensuite, le plan national pour la science ouverte. Alors, ce plan national pour la science ouverte qui a été adopté, elle concerne les données de la recherche, la publication des résultats de recherche, la gouvernance, ça veut dire toutes les institutions qui sont un petit peu dans la gestion des projets de recherche en quelque sorte, et les informations. Donc, l'idée, c'est de pouvoir rendre accessible tant que possible les données de la recherche, les publications, et être transparent et clair sur la gouvernance et essayer de libérer les informations autant que possible sur les projets de recherche. Alors maintenant, les plans de gestion des données. Alors, un des éléments fondamentaux de la science ouverte, ce sont ce qu'on appelle les plans de gestion des données. Alors, les plans de gestion des données sont présentés comme étant l'élément central de la mise en œuvre du plan national pour la science ouverte en France. Depuis 2021, il est obligatoire d'en faire un plan de gestion de données pour les projets de recherche financés avec des fonds publics. La mise en place de ces plans de gestion de données dans le cadre du financement européen, lui, il date de 2014. Alors, je vais vous expliquer quelque chose. La recherche publique dans les pays de l'Union européenne, elles peuvent être financées soit par les pays, les nations, les gouvernements des deux pays en question, mais il y a cette possibilité-là, il y a des projets, de soumettre des projets à l'Union européenne pour financement. Il y a une institution de l'Union européenne qui finance des projets de recherche. Que ce soit des projets dans le cadre financés par les gouvernements nationaux ou l'Union européenne, dans le deux cas, il est fortement encouragé, voire obligatoire, de faire ce qu'on appelle un plan de gestion des données. Alors, ils sont parfois vus comme une contrainte administrative, c'est-à-dire que parce qu'avant même de commencer la recherche, on doit commencer à faire ce plan de gestion de données que je vais vous expliquer tout à l'heure qu'est-ce que c'est exactement. Et parfois, les chercheurs vivent ça comme une certaine contrainte, mais de plus en plus, nous autres chercheurs reconnaissons quand même que c'est un outil précieux de gouvernance, ça veut dire de prendre des décisions sur le type de données qu'on va recueillir, où est-ce qu'on va les déposer, quelles sont les questions éthiques qui se posent, comment est-ce qu'on va les partager, etc. etc. C'est pour essayer de prévoir, avant même de commencer le projet de recherche, tous ces éléments. Enfin, les projets dans le cadre de la science ouverte, les plans de gestion des données ont une certaine valeur politique pour l'établissement de recherche. Ça veut dire que les établissements de recherche avec les plans de gestion des données peuvent adopter une sorte de politique pour savoir comment est-ce les données, comment est-ce qu'ils vont les garder, qui a les droits sur les données dans l'institution, qui va accéder et comment à ces données. Donc, ce sont des outils de gestion d'une certaine politique de la recherche au niveau des établissements de recherche, en quelque sorte. Alors, avant même de vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'un plan de gestion de données, je dois vous dire que vous pouvez trouver de l'aide à la création d'un plan de gestion de données. Vous pouvez vous connecter sur la plateforme créée par le CNRS à cette adresse ici. Comme je vous ai dit, vous pouvez aller dans le descriptif de cette vidéo pour télécharger le diaporama. Et vous avez ici ce site internet qui vous permet d'aller voir qu'est-ce que c'est un petit peu. Il y a des exemples des plans de gestion des données. On peut aussi, il y a des adresses à qui s'adresser quand on a besoin de l'aide pour élaborer un, etc. etc.
Alors, les données de la recherche. Alors, les plans de gestion des données, ce sont des plans pour gérer les données qui sont recueillies dans le cadre de projets de recherche. Alors, c'est ça qu'on appelle les données de la recherche d'abord. Donc, la matière première, c'est les données de la recherche. L'objet du plan de gestion, en quelque sorte, c'est les données de la recherche. Alors, les données de la recherche doivent être faire. Faire, c'est une sigle anglaise pour dire doivent être trouvables, doivent être accessibles, doivent être interopérables et doivent être réutilisables, en quelque sorte. Ainsi, sous le principe aussi ouvert que possible, aussi fermé que nécessaire. Alors, les acteurs des données de la recherche, quelles sont les personnes qui sont incluses ou qui sont, disons, qui font partie des gesteurs, des auteurs, des personnes qui s'activent dans le cadre des projets de gestion, des plans de gestion de données. Ce sont les chercheurs, les ingénieurs de recherche, les ingénieurs d'études, les ingénieurs de projets, les qualiticiens, ce sont des gens qui font des analyses qualitatives, les juristes, à cause des problèmes éthiques qui se posent au niveau de la recueil des données, etc., les documentalistes, parce qu'il faut documenter les données, où est-ce qu'ils sont stockés, qu'est-ce qu'il y a dedans, etc., les référencer, les bibliothécaires, les archivistes, les spécialistes de la valorisation des données, et les délégués à la protection des données. Comme vous savez, il y a maintenant ce qu'on appelle le RGPD, qui oblige en quelque sorte au niveau de l'Union européenne pour toutes les institutions qui recueillent des données à avoir un délégué de protection des données en quelque sorte pour garantir les questions éthiques qui se posent concernant les individus sur lesquels on recueille les données et la sécurité des données en général, de ces données. Le contenu d'un plan de gestion des données. Eh bien, il y a la description des données. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il s'agit? C'est quoi les données en question? La documentation des métadonnées, les standards, les lieux de stockage et de partage pendant ou après le déroulement du projet, le lieu de conservation et l'archivage, informations sur la sécurité des données, les aspects éthiques, les responsabilités associées, les coûts, les informations administratives, etc., etc. La notion de cycle de vie de la donnée, ça c'est très important. Donc, le plan de gestion des données inclut cette notion des cycles de la donnée qui sont les étapes depuis la décision de recueillir les données jusqu'à sa valorisation. Donc, voilà, la création et la production de données, les traitements des données, l'analyse des données, la conservation des données, l'accès aux données, qui accès aux données et la réutilisation des données. Il faut bien comprendre que l'objectif ici de cette politique de ces données, c'est pouvoir les ouvrir, les partager parmi les chercheurs et d'autres, et éventuellement pouvoir les réutiliser. Pourquoi un plan de gestion de données pour les données de la recherche? Les données de la recherche doivent être gérées, entre autres, pour répondre aux exigences des financeurs de la recherche, retrouver les informations les concernant, valider les résultats des recherches, garantir la transparence du processus de recherche, ça c'est très important, la transparence de la validité d'une recherche, elle doit être mesurée par la transparence de la méthode de recueil des données et de sa valorisation, des analyses qui ont été faites, etc. Prouver l'antériorité d'une recherche et protéger la propriété intellectuelle, permettre la réutilisation des données, ça c'est très important parce que ça permet d'économiser de l'argent. S'il y a une recherche qui a été faite, il y a des données. Au lieu d'aller faire une autre, peut-être que ces données-là peuvent être utiles et éviter à un chercheur d'aller faire une nouvelle recherche, dépenser de l'argent alors qu'il y a déjà des données qu'il peut utiliser en quelque sorte. Éviter la répétition des travaux de recherche. La répétition des travaux de recherche est nécessaire parfois pour faire ce qu'on appelle la réplication. C'est nécessaire, ça fait partie d'une méthodologie de recherche et de l'épistémologie de la recherche en quelque sorte. Mais parfois, c'est mieux quand même d'éviter, si ce n'est pas nécessaire, éventuellement de répéter une recherche. Donc là, voilà, je vous laisse des liens
où vous pouvez, donc, pour avoir plus d'informations pour ces questions-là. Et ensuite, j'ai ici les annexes. Il y a quelques annexes, quelques informations en annexe. Et enfin, je vous souhaite bon courage pour ceux qui souhaitent embrasser cette carrière de chercheur ou d'enseignant-chercheur dans le cadre de ce qui est dominant aujourd'hui, ça s'appelle la Open Science. Alors, je vais vous dire, par exemple, qu'en fait, ce que je suis en train de faire avec cette série de vulgarisations scientifiques, c'est aussi de la Open Science, parce que je suis en train de profiter de mon expérience des chercheurs, d'enseignants-chercheurs. Les informations, parfois, ce sont sur des recherches que j'ai fait moi-même, des recherches d'autres collègues, pour pouvoir essayer de vulgariser, expliquer au plus grand nombre, que ce soit aux étudiants, aux futurs chercheurs, ou au public en général, en essayant d'aborder à chaque fois une certaine thématique de la recherche. Voilà. Je vous dis donc à une prochaine fois, je ferai un 4e numéro. Je profite maintenant que je suis ici en Suisse, à Lausanne, pour faire un petit peu ça parce que j'ai un petit peu de temps. Et puis, bon, quand je suis de retour en France, dans mon université, hélas, il y a beaucoup de travail. On n'a jamais le temps, nous autres enseignants-chercheurs. C'est la particularité de d'un petit peu de ce métier. On travaille beaucoup et malheureusement, on n'est pas assez payé. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. À bientôt! Je vous laisse en vous disant dans mon langage natal. Até a próxima, estamos juntos. Obrigado. Até a próxima. Tchau.